Donc bonjour à tout le monde. Je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation. Encore une fois, cette année, on avait prévu une centaine de places et à la dernière minute, il a fallu en rajouter un petit peu. Ça montre bien que les thématiques qu'on choisit sont en adéquation avec les problématiques de terrain et des EHPAD et des services à la personne, puisqu'aujourd'hui, dans les inscrits, il y a des directeurs, des psychologues, des professionnels de services à la personne et plein d'autres, j'en oublie parce que le public est hétérogène. Alors, bienvenue aussi donc pour cette troisième édition sur les approches humaines et le grand âge. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir sur ce campus universitaire dont je suis issu. Il y a maintenant quelques années, mais d'année en année, ça fait une année de plus. C'est toujours le problème. Mais bon, c'est toujours un plaisir pour moi. Effectivement, je me présente rapidement parce que je connais une petite partie de la salle. Euh, je suis donc Nicolas Roumagne. Je vais modérer la journée et je vais essayer de l'animer du mieux possible. C'est pas ma fonction première d'animer des conférences. Donc je suis aussi et surtout un directeur de Ressentez-vous et des accompagnements plus particulièrement, que j'ai cofondé il y a maintenant un petit moment. Pour vous en parler rapidement, Ressentez-vous, c'est une entreprise sociale qui a été créée en 2008. Euh, Excuse-moi, ça m'embête. Je vais prendre le micro-main, je vais être plus à l'aise. Qui a été créé. S'il fonctionne. Oui. Oui. Qui a été créé en 2008. On intervient dans les départements de la Charente et de la Vienne, et peut-être bientôt dans les départements des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime, sait-on jamais. Une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on a avec Guy Le Charpentier, quand on a fondé, on a créé une équipe de 16 professionnels qui interviennent sur ces deux départements et qui réalisent des conseils auprès des équipes d'EHPAD, principalement, et qui réalisent aussi des accompagnements thérapeutiques, bien sûr en fonction de leur métier, dans 26 EHPAD aujourd'hui. L'ensemble de nos professionnels s'appuie sur une philosophie, ou plutôt peut-être une déontologie commune, qui repose sur un des principes de porter un regard qui s'oppose aux préjugés. Le vieillissement, on a tendance à associer le vieillissement à la dégradation, aux pertes, à l'affaiblissement. L'idée, des idées qui sont plutôt stéréotypées et qui, des fois, nous laissent penser que les personnes âgées ne peuvent plus choisir. Alors, certains moments, et on va le voir, je pense, dans l'après-midi, qu'effectivement, peut-être qu'elles ne peuvent plus choisir. Une chose qui est sûre, c'est qu'elles peuvent toujours choisir. Et notre idée, et l'idée de Ressentez-vous dans le cadre de nos philosophies, c'est de penser qu'elles peuvent encore choisir, et même jusqu'au bout de leur vie. En faisant eux-mêmes des choix, ces professionnels qui travaillent à Ressentez-vous, ils peuvent parfois prendre des risques, et peut-être que c'est d'ailleurs l'objet de l'intervention de Natalia Tosia. D'ailleurs, avant de lui laisser la parole, je vais la présenter. Donc, Natalia Tosia, qui est psychologue clinicienne à l'unité Goya, qui est, je prends mes notes, qui est l'unité mobile de psychiatrie du CH d'Angoulême et plus particulièrement de Camille Claudel. Psychiatrie de la personne âgée, de Camille Claudel. Et aujourd'hui, elle va faire une intervention sur des risques d'une vie sans aucun risque, questionnement sur une vision sécuritaire des pertes liées au vieillissement. Je vais lui laisser la parole. Bonjour à tous et merci à Ressentez-vous de m'inviter aujourd'hui. C'est un thème très large, on ne pourra pas cerner ça en une demi-heure. J'ai choisi ce thème-là pour ouvrir des portes avec vous, jeter quelques petits pavés dans quelques petites mares et espérer que vous vous saisirez de ces fils-là. Voilà. Risque d'une vie sans aucun risque, questionnement sur une vision sécuritaire des pertes liées au vieillissement. Quel rapport avec le choix de la personne âgée, qui est ce thème-là de la journée? Eh bien, on va voir ça. C'est un thème essentiel, je crois, et malheureusement, je trouve peu débattu. Je trouve que cette question-là, qui est pourtant au cœur de nos pratiques, elle est peu débattue. La question du choix de la personne âgée. Donc moi, j'ai choisi de l'aborder sous le paradigme bien connu de l'entrée en institution, quelle qu'elle soit. Je dis institution au sens large, face à l'installation de la dépendance, donc ce que j'appelle les pertes liées au vieillissement. Quand il semble justement, bien souvent, que de choix, il n'y en a guère. Alors, pour vous préciser un petit peu de quel terrain clinique je vous parle,
Donc je suis effectivement dans cette toute nouvelle, toute petite équipe mobile de, on va dire c'est un peu de la gestion de crise de personnes âgées et de leur entourage, et il faudrait plutôt dire de l'entourage et ensuite de la personne âgée. Et ça, c'est une partie de mon travail. L'autre partie, entre autres des activités de formation et de recherche, je travaille aux urgences de l'hôpital de Girac, donc une unité qui dépend aussi de Camille Claudel, il y a un équivalent ici à Poitiers, qui s'appelle l'UCMP, qui est une unité de consultation médico-psychologique, qui est de la psychiatrie de liaison, tout simplement, implantée en médecine somatique, et donc au plus près des urgences, où on intervient dans l'heure, et où on intervient très fréquemment pour les personnes âgées. On intervient beaucoup dans le service de médecine gériatrique, je vous parle de Charente, d'Angoulême, où, alors là, ça fait quand même 15 ans que j'y suis. Enfin, je pense que vous ne me direz pas le contraire, ceux qui connaissent un petit peu ces problématiques-là, où l'aspect décisionnaire de l'entrée en institution a radicalement changé. Pour plusieurs raisons, on va essayer de voir ça. Et en quoi est-ce que ce changement-là vient forcément buter contre la question du choix? Voilà. On va dire que c'est tout un projet de société, toute une vision qui petit à petit, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, a évolué. On peut dire, bon, j'essaye de ne pas être trop noir ou blanc, on peut dire qu'il y a du noir et du blanc un peu partout. Tout dépend d'où on se place, mais en tout cas qui a évolué vers une vision très sécuritaire, on va dire, où l'on va offrir un maximum de sécurisation. Voilà. Mais ça, c'est un aspect global de la société, ça ne concerne pas que la personne âgée. Mais on va voir comment, face à une personne âgée qui est en perte d'autonomie, qui est en perte de repères et en perte de choix, comment est-ce que ça vient s'ancrer. L'entrée en institution, donc elle s'opère majoritairement sur un non-choix initial. De ce que je peux observer, moi, au sein de l'UCMP, c'est au décours d'une hospitalisation que ça se fait. Bien souvent, ce n'est pas la première. Bien souvent, elle fait suite à un épuisement logique de l'entourage aidant. Bien souvent, c'est la 4e, la 5e chute au domicile. C'est l'altération de l'état général. C'est un petit peu de confusion. C'est une prise anarchique de médicaments ou une prise volontaire de médicaments dans un but plus ou moins clairement exprimé suicidaire. Voilà, ce sont toutes ces choses-là qui amènent la personne âgée via les urgences à une hospitalisation en médecine gériatrique. Il faut savoir que les temps, les délais ne sont plus les mêmes qu'ils étaient auparavant. Moi, je vous parle il y a 15 ans, où on avait aussi l'appui dans les services, auprès des services de soins de suite. Malheureusement, les soins de suite, ça devient de plus en plus compliqué pour un certain profil de patients. C'est-à-dire si ça n'est pas purement somatique, si les gens vont bien sur le plan somatique, eh bien l'alternative, c'est en gros ou la psychiatrie, où nous ne sommes absolument pas adaptés à recevoir de plus en plus de nonagénaires, de grands nonagénaires. Il faut savoir qu'en Charente, nous n'avons pas de service de psychogériatrie. Voilà. Donc ça n'existe pas. Donc ils sont hospitalisés dans les services avec les schizophrènes, et vous imaginez ce que ça peut donner. Voilà. Donc, eh bien, très rapidement, voilà, il faut trouver une décision, il faut prendre une décision. Alors voilà, la question de l'entrée en institution, elle arrive comme ça, au décours au mieux de 15 jours. Donc c'est un peu le tic-tac que j'entends moi résonner dans ma tête, où lorsque je vois arriver ces situations-là, je sais qu'on n'a pas de temps. Or, du temps, c'est ce dont a affreusement besoin la personne âgée qui est en train de tout perdre, qui est en train de se perdre, et qui doit faire non pas un deuil, mais à qui on va demander de faire tous les deuils, là comme ça, en une semaine, 15 jours, et si possible, sans trop de troubles du comportement. Merci, ça arrangerait tout le monde. Je le dis de façon un peu provocatrice, mais je crois que, voilà, des fois, il faut faire un peu plouf. Le non-choix. Donc voilà, c'est un peu une situation. J'ai l'espoir que dans des grandes villes plus organisées, ça se passe un peu différemment. Je ne suis pas tout à fait sûre. Donc forcément, tout le reste de la prise en charge, elle se base sur des modalités que je nommerai perverties. Je vais vous expliquer pourquoi avant que vous ouvriez de grands yeux. Parce qu'on parle beaucoup des pervers aujourd'hui, hein, l'Express, le Point, machin, on raconte beaucoup de bêtises sur ce que c'est que la perversion.
des modalités que je nommerais perverties et dont ni les résidents ni les équipes soignantes ne peuvent sortir indemnes. Et là, je m'adresse, parce que je forme les ASG pour la Croix-Rouge, assistants de soins en gérontaux, qui font un travail extraordinaire. Je dis toujours trop. Moi, vous m'inquiétez toujours. Voilà. Je suis toujours très inquiète pour les équipes. Il y a des directeurs, ça tombe bien. J'ai rarement accès aux directeurs. Hein. On m'envoie les aides-soignants, les AMP et les ASG en formation. J'ai rarement en face de moi les directeurs. Donc, voilà. Je redis qu'ils font un travail formidable. Je dis trop formidable. Voilà. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure et pourquoi ça m'inquiète, tout ça. Donc, on ne peut pas sortir indemne de quelque chose comme ça. Le non-choix induit quoi? La passivité et la soumission. Qu'est-ce que vous avez comme choix? Ou alors, vous faites le ramdam. Hein, vous vous opposez, vous manifestez quelque chose. Mais si vous ne le faites pas, voilà, ce qu'on voit plutôt, et la plupart du temps, c'est ce tableau-là quand même, passivité et soumission, qui préfigure, malgré les meilleures intentions, quelque chose de l'ordre d'une désubjectivation de la personne âgée. J'irai même plus loin, puisque c'est organisé à un niveau tel, avec des enjeux financiers tels, je parlerai volontairement de traite. On parle de silver economy, on n'en est pas loin. Considéré selon son degré de dépendance. Il y a des grilles, GIR 1, GIR 2, GIR 3, qui vont déterminer des seuils, qui vont déterminer tout ça est précis. La dépendance traitée comme telle va véhiculer donc une vision de soins hospitalière où le médical prend toute la place. D'ailleurs, on parle de structures médicalisées. Et d'ailleurs, non seulement on en parle, mais si vous faites un petit recul dans l'histoire, je ne suis pas très très âgée, ouais, ça date du virage, là, le virage fin des années 90, début 2000, où les foyers résidences ont massivement investi dans les EHPAD, ont demandé les conventionnements EHPAD et ont changé leur architecture. Regardez, intéressez-vous un peu à l'architecture. La prochaine étape, après m'être intéressée au directeur, j'espère que je pourrai accéder aux architectes, parce qu'il y a pour moi des aberrations architecturales qui se font. Pourquoi aberrations? Parce que je considère Alzheimer comme de l'ordre du handicap, plus que de la maladie, et que je crois beaucoup, mais ça c'est un petit peu la philosophie, je crois, de Ressentez-vous, à l'adaptation de l'environnement au handicap. On n'imaginerait pas qu'on mettrait des gens en fauteuil roulant, par exemple, au 3e étage. Eh bien, Alzheimer, il a des façons de voir, de ressentir qui sont très spécifiques et qui parfois ne cohabitent pas bien avec ces grands, immenses vaisseaux plantés là, posés là, magnifiques hein, sur le plan architectural. Moi j'adore. Je trouverais qu'on ferait des magnifiques musées là-dedans. Le problème, c'est qu'il y a des personnes avec des espèces de... Alors déjà, c'est un signe, amusez-vous franchement. Allez voir les vieux foyers résidences, tout de suite vous trouvez l'accueil. C'est marqué en grand. En général, vous avez une espèce de plateforme comme ça, et vous allez tout droit, vous allez trouver l'accueil. Ces grands vaisseaux modernes-là, EHPAD, tournez, vous allez voir, vous allez chercher l'accueil. C'est pas évident. C'est souvent saillant comme ça, il y a plusieurs parties, et on s'y perd facilement. C'est cloisonné, il y a des ailes qui ont des jolis noms, comme ça. Hein. Tout est différencié, on sent que tout a été profondément réfléchi. Là où avant, c'était peut-être effectivement un peu plus foutraque. Donc, soins hospitaliers où le médical prend la place comme organe décisionnaire de l'aspect de la vie du résident, pour son bien, bien sûr, où l'on traite des problèmes de la dépendance par une vision à la fois médicale et son corollaire, qui souvent va de pair, sécuritaire. La personne est alors placée sous contrôle. Alors on peut dire non, c'est pas vrai. Alors j'ai visité nombre d'établissements, il y a encore, hein, si j'arrive à la fin, je vous rassurerai en vous disant qu'il y a des initiatives extraordinaires ici et là. Bon, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe au Québec et dans les Pays-Bas, mais il y a encore heureux en France quelques villages gaulois de foyers résidences un peu bâtards ou d'EHPAD qui résistent à leur manière et qui donnent du sens dans leurs murs. Donc voilà, ce n'est pas une généralisation de la catastrophe, mais disons que globalement, on est plutôt allé vers quelque chose de cette vision-là. Ça change beaucoup, mais ça ne change pas pour rien. Ça change aussi parce qu'il y a quelques décennies, on entrait plus jeunes et en meilleure santé, en foyer résidence, forcément.
à ce moment-là, se dessinait une continuité entre la vie au domicile et la vie en institution, ne serait-ce que par le libre accès au monde extérieur. D'ailleurs, ces foyers résidents étaient plutôt près des centres-villes, alors que ces grands vaisseaux dont je vous parle, ils sont plutôt excentrés. En général, dans les zones commerciales, voilà, un petit peu plus loin, puisque de toute façon, du monde extérieur, il n'en est pas trop question. Ou alors, sous un aspect événementiel, on va faire une animation, voilà, on va organiser quelque chose, mais il n'y a plus cette spontanéité. Et de fait, il n'y a plus cette spontanéité, puisqu'on est dans une gestion du risque. Alzheimer est considéré comme potentiellement sujet à risque. Risque de quoi? De fuguer, de se perdre, qu'on le retrouve sur la nationale, et effectivement, et c'est ce qu'ils font. C'est bien le problème, et qu'ils sont toujours en train de donner de l'eau au moulin. Donc, comment ça se passe? Ben voilà. Aujourd'hui, l'entourage saute sur une place en EHPAD. Mais pourquoi il saute sur une place en EHPAD? Il faut voir comment les choses leur sont présentées quand même. Dépêchez-vous, il y a une place. Si vous ne prenez pas cette place aujourd'hui, d'accord, vous le ramenez à la maison et demain. Discours hautement anxiogène sur des gens complètement fragilisés, épuisés. Il faudrait être fou de résister à ces sirènes-là. Quand on vous présente ça et qu'on vous dit attention, après vous n'aurez plus de place, après vous irez pleurer, parce qu'on leur parle comme ça des fois, et après ce sera à vous de faire les démarches de toute façon. Donc lors d'une hospitalisation du parent âgé, et l'âgé bien souvent, et ça c'est de plus en plus, et là c'est récent, je vous dis c'est récent, et l'âgé, enfin de ce que moi j'en observe, et l'âgé bien souvent y est transféré directement. C'est la mode, vous connaissez, du sans retour à domicile. C'est-à-dire qu'il passe de sa chambre à l'hôpital, hop, catapulté directement. Alors, on peut faire soft, hébergement temporaire. Ouais, eux-mêmes, ils ne sont pas dupes. Donc, alors, on justifie, tout est justifié, pour ne pas risquer un changement d'avis. C'est gentil. Et puis, pour favoriser le deuil, on m'a quand même tenu ce discours-là. Ça aide leur deuil. Je dis, ouais, bon, si on veut. Donc, parfois aussi, et bien souvent, ça va ensemble, sans visite préalable de l'établissement. C'est pas grave, les enfants l'ont visité, ils ont dit que c'était magnifique. Bon, ça rassure tout le monde. Parfois, 2 semaines, je vous garantis, 2 semaines suffisent à acter un tel bouleversement de vie. Alors là, je prends ma deuxième casquette, équipe mobile. Mais il faut voir le lien, parce que le lien, moi, je le vois. Dans ces conditions-là, ils entrent chez vous, dans les institutions. C'est pas au début que ça se passe mal. En général, hop, ils ont mis les choses là au fond du congélateur, vous voyez, c'est en train ils sont en train de tenter de canaliser, de refouler l'affect. Donc ils arrivent plutôt compliants, plutôt un peu passifs, un peu comme ça, un petit peu en retrait, pas trop embêtants. Voilà, inquiétez-vous de ceux qui arrivent comme ça, trop bien, trop lisse, trop agréable. C'est pas possible. Quand ça s'est passé comme ça, bien sûr qu'il y a encore, heureusement, des libres choix. Ou des fois où ça se passe de façon un peu plus tempérée. Mais des fois, ça se passe comme ça. Que disent-ils ces âgés? Leur révolte, leur colère, leur refus? À leur écoute à l'hôpital où ça s'organise depuis des années, moi, ce qui me frappe, ce ne sont pas les quelques manifestations d'opposition qui sont facilement enrayées en service hospitalier. On ne manque pas d'anxiolytiques, ça va, il n'y a pas de pénurie. Non, ce qui me frappe, c'est la soumission. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Je n'ai pas le choix. Que voulez-vous? Je sais bien que je ne peux plus revenir à la maison. Ils ont raison, ils n'ont pas tort, puisque tout est pensé, organisé, fait comme ça, et qu'en plus, la dépendance est une réalité, et que le risque est aussi une réalité. Le choix. Ils disent qu'ils n'ont pas le choix. Qu'est-ce que c'est que ce choix? Le choix nécessite quoi? Le libre arbitre. Or, ce dernier repose sur quoi? Il repose sur la capacité à se déterminer librement, c'est-à-dire à agir et penser par opposition au déterminisme et au fatalisme. Or, qu'est-ce qui frappe dans le discours de l'âgé sur le point d'intégrer l'institution? C'est bien ces 2 dimensions, celle du déterminisme. À mon âge, que voulez-vous? C'est ça la vieillesse. Il ne faudrait pas vieillir et tous les corollaires de ce qu'ils peuvent vous dire à ce moment-là. Et du fatalisme. C'est comme ça, il faut s'y résoudre. Que voulez-vous? C'est ce qu'on appelle faire le deuil. Enfin, c'est ce que l'équipe soignante, notamment du service de médecine G, où je me rends, va considérer comme il est en bonne voie de faire son deuil. Ce que moi, je ne considère pas comme relevant le deuil. On n'a pas le temps, mais le deuil, c'est un travail beaucoup plus complexe que ça.
La deuxième chose qui frappe, qui moi me frappe, est le mimétisme, à ce moment-là, du discours des familles et des soignants avec ce discours, qui fait qu'à un moment, on est bien en peine de savoir qui pense vraiment quoi dans cette affaire, qui veut quoi réellement dans cette affaire, qui initie quoi dans la volonté et prise de décision et toutes les démarches à faire. Alors là, c'est très étonnant ce qui arrive dans ces moments-là. C'est que, voilà, on ne sait plus, on revient le lendemain, la personne âgée a complètement changé de discours. On parle d'ambivalence, mais c'est même plus d'ambivalence, hein, c'est autre chose. Où là, elle semble coller complètement au discours en disant si, alors que la veille, elle vous disait que certainement pas, qu'elle ne voulait pas y aller. Je vous garantis, le lendemain, si, c'est très bien, et puis je vais être bien. Enfin, une espèce d'autoconviction comme ça, relayée par la famille. La veille, c'est pareil, vous étiez au téléphone avec plusieurs membres de la fratrie qui disaient moi, je ne veux pas qu'elle y aille, moi non plus. Et là, vous avez une espèce de torpeur, tout le monde est pris dedans, et on ne sait plus, on n'arrive plus à trouver le sujet. Vous voyez, le grand S. On ne sait plus où il est un petit peu perdu là-dedans. Une espèce de consensus, mais l'avantage, c'est que ça vient clore la crise. On pourrait faire chapitre 1, première clôture de la crise. Donc tout le monde est apaisé. En surface, ça a l'air d'aller mieux. Il y a un premier effet de soulagement, souvent même de la personne âgée, parce que quelque chose s'est passé. Il y a un premier soulagement. La famille, bien entendu, ils y ont bien droit, les pauvres, hein. Et puis, l'équipe du service médical qui a eu affaire à l'opposition à tout ça aussi, est dans ce soulagement-là. Alors, il semble que tout le monde marche sur des œufs à ce moment-là. L'âgé accepte, il ne dit pas non. L'équipe médicale prépare, anticipe, propose une date de sortie. On voit les assistantes sociales qui savent faire. Les enfants font le tour des EHPAD. On se dit qu'il vaudrait mieux qu'il y aille directement. La personne âgée n'y est pas opposée. Voilà. Et on travaille l'acceptation. Enfin, moi, c'est ce qu'on me demande. Moi, à ce moment, la psychologue, on m'a dit, ça serait bien que tu ailles voir Madame Intel pour travailler l'acceptation. Vous voyez, déjà, le non-choix, il est même à mon niveau. On me dit même pas, qu'est-ce que tu vas y travailler? C'est toi, tu vas aller travailler l'acceptation. Vous voyez, il va jusque-là, le non-choix. Donc, je me rends au chevet de ces personnes que je considère en transition. Je travaille beaucoup avec la métaphore et je leur parle de transit, voire en transit. Alors le transit, vous savez à quel point ça a un impact important sur tous les phénomènes anxieux de la personne âgée. La question du transit, il y aurait de quoi faire une journée. Hein, si vous voulez faire transit et vieillissement, vous m'invitez. Vous ne me donnez pas de limite de temps. Du jour au lendemain, quel changement. Voilà, tout le monde est plus posé. Et alors, il se passe quelque chose aussi dans la tête des soignants à ce moment-là. Maintenant que le service sait qu'il va y aller, parce que l'angoisse, c'est ça. Hein. L'angoisse, c'est la personne âgée qui vient s'enquister dans un service et qu'est-ce qu'on va en faire. Mais en psychiatrie, c'est pareil. Quand on les voit arriver, on se dit, mon Dieu, là, on en a pour 3 mois. Donc, il va y aller. Donc, à ce moment-là, il se passe un truc qui est très important à comprendre. On ne le voit plus tout à fait pareil. Et on va dire, vous savez, si vous avez des enfants ados, ils jouent aux jeux vidéo et ils gagnent des points. Quand ils jouent, alors il y a les points vie, il y a les points force, les points je sais pas quoi. Moi j'appelle ça les points d'empathie. Alors à ce moment-là, les âgés gagnent des points d'empathie. Ils deviennent tout d'un coup plus sympas pour le personnel. Mais ça c'est très important dans l'économie psychique de la personne âgée. Donc ces attitudes à ce moment-là deviennent normales, c'est-à-dire que le personnel hospitalier parvient de nouveau à s'identifier à lui. On me dit à ce moment-là, on ne me dit plus oui, va falloir trouver une solution. Hein. Nous, on ne peut pas le garder. Pour nous, il est sortant. Et puis après tout, c'est aux enfants de trouver une solution. Ou alors, on en a une, ils le prennent chez eux. Avec un discours, souvent après, un peu culpabilisant vis-à-vis de la famille. Et là, ça change, mais d'un jour sur l'autre. Elle est plus calme. Bon, elle est un peu triste quand même. Mais bon, c'est normal, vous vous rendez compte, me disent-ils. Quitter sa maison comme ça, c'est un peu dur quand même. Donc, à un moment donné, on a l'impression que cette personne âgée, on va pouvoir à nouveau la normaliser, à nouveau s'identifier à elle, et à nouveau la trouver quand même un peu plus aimable. Mais ça, la personne âgée avec ses petites antennes, qui sont extrêmement actives au niveau de la relation, au niveau de l'affect, alors ça, elle le capte. Elle le capte et ça lui fait du bien dans un premier temps, mais c'est aussi un piège.
L'âgé en transit, à ce moment-là, donc, a la sensation de reprendre sa place dans la communauté des hommes au moment même où il s'en sent le plus exclu. À ce moment-là, en entrant dans sa chambre, je le trouve assis, souvent ce que j'appelle agrippé au vide. C'est encore une image. Agrippé au vide, c'est quoi? Le même journal, ça n'a pas changé, lu et relu, ou non lu plutôt 100 fois. Disons qu'il a ouvert le journal et qu'il est devant. Il a l'attitude, mais ça ne correspond pas à ce qu'il pourrait y faire. Une brochure de l'EHPAD, en général posée négligemment un peu plus loin. En général, il la met à bonne distance. Spontanément, chose qui frappe aussi, il ne m'en parle pas. Je dis il, je peux dire elle. À ce moment-là, il faut que j'aborde directement le sujet. Comme si quelque chose là était suspendu, on ne pouvait pas en parler. Et à ce moment-là, je trouve cette attitude extraordinaire. Je vois cette main-là qui fait ça. Alors, je vous le fais parce que j'ai oublié de vous dire, je suis formée à la psychosomatique. Donc, je suis très sensible au non-verbal. Alors, les doigts sont comme ça. Ils ne sont pas ouverts, ils sont légèrement fermés, légèrement fléchis, mais pas. Et puis, alors, il vient comme ça, là, tapoter la surface de la petite table. Et puis, faire des petits gestes comme ça. Effleurer sans bruit. Oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. J'ai compris que le débat était clos. Donc là, il y a un refoulement intense qui se passe. À ce moment-là, il vous arrive en institution, avec quelque chose quand même qui s'est ancré de l'ordre de « puisque j'ai cédé au désir des uns et des autres, et que je suis raisonnable, et je veux me convaincre qu'il n'y a pas d'autre choix et que je suis raisonnable, à ce moment-là, ils vont m'aimer. » Eh oui, parce qu'il est là le deal. Le problème, si vous voulez, dans cette conformité, dans ce souci de conformité à l'image que l'on pourrait se former de lui, à ce qu'on attendrait de lui, et en premier lieu au désir qui, suppose l'âgé, appartiendrait à ses enfants, puisqu'en premier lieu, c'est se faire aimer des enfants, entrer dans le désir de l'autre est alors une des solutions qu'a l'âgé pour bâtir un solide rempart contre l'angoisse. Les angoisses de vide et les angoisses de mort, les deux plus redoutables ennemis et compagnes de la vieillesse. Méfiez-vous, vous m'inviterez aussi, pour angoisse de vide, angoisse de mort, ça commence très tôt. Ça commence très tôt, il faut apprendre à les dépister, à lutter contre. C'est une soumission, Lacan dirait bien une soumission hystérique, mais sans tout le corpus symptomatique de ce qu'on connaît dans l'hystérie. Un vote d'adhésion au grand autre, dirait Lacan aussi. Disons que ça repose un temps, l'âgé. Vous voyez, il y en a marre, quoi. Vous voyez, ça a été tellement... ils ont brassé ça dans leur tête tellement qu'à un moment donné... Mais on ressent tous ça, à un moment donné dans la vie. Quand on souffre trop, on atteint un palier, un seuil. Et à un moment donné, il arrive un moment où on dit « Mais faites bien de moi ce que vous voulez. Tout ce que je veux, c'est ne plus souffrir. » Alors des fois, ça arrive dans les situations de fin de vie et ça pose d'autres problématiques. Mais cette tentation-là, elle existe, bien entendu. Alors, ça repose l'âgé un temps qui va confier ses affects. Vous savez, les affects, c'est comme les trésors, les bijoux de famille. C'est quelque chose qu'on met dans un lieu sûr, comprenez? Alors, il les met, ses affects, dans un lieu sûr, solidement cadenassé, au profit d'un puissant fantasme, en lien à quoi? À la régression, bien sûr. Et ce fantasme-là, c'est la sécurité. Je vais être en sécurité. Et donc je vais retourner dans les bras d'une mère bonne, accueillante, sécurisante. Là où je parle de perversion, c'est quand on fait croire, quand on veut croire, parce qu'il n'y a pas une espèce de marionnettiste là qui tire les ficelles. Je crois que c'est global, la réflexion elle est à mener pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas un méchant qui tire les ficelles, je ne suis pas adepte des théories complotistes et tout ça, non. Mais simplement quand on dit à quelqu'un ce que tu veux, ce que tu désires au plus profond de toi, moi je vais te le donner. Je trouve que ça peut pervertir les choses. D'annoncer qu'on est un établissement sécurisé et de faire croire que parce que c'est un établissement sécurisé, on va s'y sentir en sécurité. On va voir à quel point il y a malentendu. Sécurisé ne veut pas dire sécurisant. Là, il y a un hiatus infranchissable. Et plus on va vouloir mettre du sécurisé, plus on va contrôler,
mais plus on risque de passer à côté du besoin fondamental de sécurité. Le besoin fondamental de sécurité, il est tout simple, et il n'a qu'une réponse, c'est le relationnel. Or, quand vous mettez 2 aides-soignants dans une unité, jusqu'à 80 personnes Alzheimer, que moi je trouve très comparables à des autistes, vous mettez 80 autistes adultes avec 2 aides-soignants, je pense que personne postulerait. Vous voyez ? Donc on est dans des systèmes qui, déjà, à la base, avant même que ça fonctionne, moi je dis c'est fichu d'avance, dans le sens que c'est iatrogène. Ça ne peut être que iatrogène. Voilà, donc c'est tout devoir repenser dès le départ. Donc le retour aux images infantiles chez l'âgé, parce qu'il redevient à ce moment-là, vous voyez, il y a cette régression qui arrive. En situation de perte d'autonomie, va venir faire écho à des bénéfices à la soumission, exactement comme il avait déjà éprouvé étant enfant, confiant en ses images parentales protectrices. Tout le monde sait que ce sont papa et maman qui nous protègent de la mort, mais ils meurent d'abord, eux, papa et maman, eux-mêmes. Alors, le rempart qu'ils ont fait avec leur corps tombe, et nous voilà de nouveau en proie à l'angoisse. Les images parentales, elles sont déplacées sur les enfants, mais les enfants, à ce moment-là, ils confient quelque chose, et donc sur les soignants. L'âgé opère alors pour survivre une sorte d'amputation psychique de ses désirs qu'il va profondément refouler pour se livrer littéralement corps et âme. En plus, souvent, il est mis sous curatelle en même temps, j'ai oublié. En plus, il y a la maison. On vend la maison parce que, voilà, comme ça, c'est fait. Tout analyste sait bien que dans la cure, il n'est de progrès, dans le sens que l'on va céder sur son symptôme, que dans le transfert. C'est-à-dire que l'âgé qui renonce attend en paiement de son sacrifice, et bien des délires de persécution seraient à comprendre dans ce sens-là, qu'il attend quelque chose. Vous savez, l'économie, elle ne règle pas que des histoires de bourse et de trading. L'économie, elle est au plus profond de nous-mêmes. Nous sommes fabriqués de façon économique. Donc, c'est la loi du don et du contre-don. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous donnez quelque chose, en réalité, vous attendez quelque chose en retour. Et plus vous proclamez que c'est gratuit, plus c'est faux. Donc, ils attendent de leur sacrifice un regain d'amour. Et le premier fantasme d'amour place la sécurité au plus haut degré. Ça tombe bien, les EHPAD n'ont jamais autant misé sur la sécurité. Sauf que, problème, c'est un lieu sécurisant. Et non pas forcément, un lieu sécurisé, pas forcément sécure. Ce qui va nous permettre de mieux comprendre en quoi les âgés, passés les premières semaines de tentatives d'adaptation dans leur nouveau lieu de vie, sont en grand risque d'effondrement psychique, ce par quoi ils vont lutter à l'aide de symptômes particulièrement éprouvants pour les équipes lorsqu'ils réalisent, non sans raison, qu'on les a bernés. Alors ils vont dire, on m'a pris ça, Madame Intel, je la supporte plus, les vêtements, c'est pas les miens. Voilà, on va avoir tous ces tableaux-là. Alors, je vois que j'ai déjà plus le temps, j'aurai beaucoup de choses à vous dire, mais ça pose un problème fondamental. Je vous invite à vous intéresser aux travaux de Nicole Poirier, Carpe Diem, qui réfléchit autrement. Alors, le problème, bien sûr, vous allez me dire, voilà, c'est que ça marche sur des petites unités, mais comment penser ça sur le global ? Voilà. Il y a d'autres initiatives. Il y a le village Alzheimer, d'Hogewake, qui est intéressant, qui part du postulat inverse, qui part du postulat que la personne en perte de repère, elle a besoin de familiers. Alors vous allez me dire, le familier, quand ils restent au domicile ou quand ils sont en famille d'accueil, ils l'ont le familier. Or, le familier ne veut pas dire forcément le domicile. Une personne Alzheimer, elle peut être complètement perdue chez elle. C'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément se reconnaître les choses parce qu'elle est avec ses objets à elle, ses photos, ses meubles, elle est perdue au sein de son identité. Voilà. Bon, il y a plein de questions encore à poser, mais je vais en rester là pour pouvoir interagir avec vous. C'est quand même ça le plus intéressant. Merci beaucoup.